Bien, bonjour. Nous allons commencer donc cette conférence qui est dans la suite logique, on va dire, de ce qui vient d'être dit à propos du climat. Alors, j'ai volontairement pris un titre un peu dans la même lignée, puisque j'ai appelé cette conférence autour des crises matières premières, Le temps du monde fini commence. Ça, c'est un aphorisme de Paul Valéry. Paul Valéry l'a écrit dans les années 30, au siècle dernier. Alors on a eu un peu de délai, mais j'ai l'impression qu'avec ce qu'on vient de connaître avec cette crise Covid, et on va voir que c'est à mon sens pas du tout une crise conjoncturelle, on est vraiment dans une ère où il va falloir faire au moins aussi bien, mais avec beaucoup moins de matière. Et donc tout l'intérêt effectivement d'évoquer ce que vous voyez ici à longueur de journée, la réduction, le recyclage, le réemploi, parce que véritablement au-delà que ce soit des obligations légales à travers la loi AGEC, les directives européennes, voire peut-être demain une réglementation plus internationale, ce qui n'existe pas aujourd'hui, mais il y a une idée aujourd'hui de faire une contrainte juridique au niveau international, ce qui serait vraiment une première. Alors pas contre le plastique en lui-même, ou contre les matières, ou contre l'emballage, etc., mais plutôt contre, évidemment, la pollution, et donc ce qui induit une meilleure gestion des déchets. Alors, on va voir, je vais animer cette conférence sur deux points. Les origines de la crise. Alors, au-delà des origines, encore une fois, qui sont conjoncturelles, entendons-nous bien, pour moi, c'est une crise systémique. Faut évidemment parler de la crise Covid, il faut évidemment parler du problème autour du fret, etc., ou du surcoût énergétique qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais à mon sens, c'est bien d'une crise systémique qu'il s'agit, et en aucun cas des crises conjoncturelles comme on a pu les connaître il y a quelques années en arrière. Il se trouve que dans la plasturgie, c'est des cycles. On a régulièrement, tous les 5 ans, 4-5 ans, des graves crises au niveau des approvisionnements, avec un certain nombre de forces majeures, 4 forces majeures sur lesquelles on est un peu énervé, je ne vous le cache pas, parce que derrière ces 4 forces majeures, on ne comprend pas bien pourquoi c'est concomitant, c'est-à-dire tout le monde en même temps, les fournisseurs de matière en même temps nous signalent des 4 forces majeures, avec des causes dont on est dans l'incapacité de vérifier si elles sont fondées ou pas. Et dans le deuxième temps, on essaiera de voir ce qu'il faudra en tirer, les conclusions qu'il faudra en tirer. Et évidemment, au-delà des conclusions, qu'est-ce que je peux faire pour anticiper ou pour, pas forcément anticiper, mais pour essayer de trouver des biais pour sortir de ces crises qui deviendront cycliques. Alors, sur les années de crise, alors plusieurs phénomènes, vous les avez tous en tête. Évidemment, à partir du moment où on vit une crise Covid comme on vient de le connaître, tout s'arrête. Donc à partir du moment où tout s'arrête, les pétrochimistes, enfin, tous ceux qui produisent de la matière, s'arrêtent également, puisqu'il n'y a pas de demande. La petite différence, c'est qu'une entreprise qui s'arrête, elle peut redémarrer assez vite. Quand il s'agit de pétrochimie, là, ça met un peu de temps pour redémarrer. Et alors, non seulement ça met un peu de temps, mais si en plus il y a une forte demande, alors là, à un moment donné, ça coince. Et évidemment, à partir du moment où ça coince, ça peut entraîner des ruptures, de la casse, d'autant plus si on n'a peut-être pas suffisamment fait de maintenance en amont par manque d'investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, la pétrochimie n'investit plus en Europe, plus du tout. Donc à partir du moment où on n'investit plus en Europe, vous le savez mieux que quiconque, à un moment donné, il peut y avoir des problèmes, des dysfonctionnements, et notamment de la maintenance. D'où éventuellement, pour parer à ce risque ou à cette pénurie, et notamment quand on est lié par un contrat, des cas de force majeure. Je me mets en force majeure et à ce moment-là, je me dédouane de ma responsabilité de devoir livrer mon client. Alors, évidemment, il y a eu cet effet. Il y a eu également un certain nombre de causes du fait de la demande. À partir du moment où il n'y a plus de demande, c'est plus la peine de fournir. Donc, on va se tourner vers les marchés qui redémarrent plus vite. Et qui a redémarré plus vite, vous le savez, c'est les Chinois. Donc, à partir du moment où les Chinois démarrent plus vite, les pétrochimistes, ils ne sont pas idiots. Ils vont fournir où il y a de la demande. Et ils vont focaliser évidemment le sourcing plutôt de ce côté-là du globe plutôt que l'Europe.
Et puis, donc, je vous l'ai dit, comment je gère ça? Je gère ça avec des cas de force majeure ou éventuellement des arrêts non notifiés, c'est-à-dire à partir du moment où je m'arrête, je ne notifie pas pourquoi je m'arrête. Pourquoi je fais ça? Parce qu'évidemment, je me dédouane là aussi d'une quelconque responsabilité si on m'attaque sur la cause de force majeure. Je vous rappelle qu'une cause de force majeure, à partir du moment où elle est interne à l'entreprise, c'en est plus une. Donc de ce point de vue-là, il se mettrait en faute de ne pas fournir des éléments juridiques fondés pour justifier de ce cas de force majeure. Et puis, dernier effet, ça rejoint ce qu'on vient de dire sur le climat. Eh bien, il y a eu effectivement un problème climatique, et notamment au Texas, vous avez aussi entendu parler, ce qui fait que là aussi, ça a créé un goulot d'étranglement. Et évidemment, c'était la fin des importations à l'Europe. Donc à partir du moment où l'Europe dépend fortement, très fortement des importations, puisque l'Europe ne produit plus aujourd'hui suffisamment de matière pour fournir le marché européen, si vous avez une crise, c'est-à-dire si vous avez un aspirateur chinois qui aspire toutes les matières et pas que les métaux rares, si vous avez un problème aux États-Unis et à partir du moment où il y a ce problème, eux, ils vont essayer de sauvegarder leur propre industrie, donc ils vont arrêter d'exporter en Europe, vous avez une tension au niveau européen qui est très très violente et qui explique, là, d'un point de vue conjoncturel, la situation grave telle qu'on l'a connue ces derniers mois. Alors, autre élément, je vous l'ai dit, après, déconfinement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Première chose, le secteur sidérurgique, pétrochimique, quand il s'agit de redémarrer, ça ne se fait pas en quelques jours, voire en quelques semaines. C'est vraiment des processus où c'est très, très difficile de remettre la machine en route, comme on dit. Autre chose, je vous l'ai dit, il y a une très forte tension au niveau de l'approvisionnement en matière au niveau européen. Donc, dès que la reprise est un peu plus violente, comme elle l'a été dans certains secteurs, alors pas tous, mais vous savez que certains secteurs, notamment dans le bricolage, dans un certain nombre de secteurs, alors je me fais un peu l'impasse sur le secteur aéronautique, automobile, parce que là, la crise continue, notamment très fortement dans l'automobile. Enfin, il y a quand même des secteurs qui, peu ou prou, malgré la crise Covid, ont notamment bien fonctionné, voire même très bien fonctionné. Et puis, à partir du moment où vous avez cet aspirateur à la fois du Moyen-Orient, plutôt chinois, alors à ce moment-là, vous avez une explosion de prix. Sur cette orientation également que prend le monde, j'y reviendrai tout à l'heure, on parle beaucoup de la route de la soie. Ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. La route de la soie, c'est une réalité. On est égocentré sur notre modèle européen. Aujourd'hui, il est plus du tout certain que les grands opérateurs économiques se disent il y a encore une industrie suffisamment riche ou une volonté industrielle suffisamment pérenne en Europe pour justifier des investissements. On y reviendra à propos de la crise matière. Si je suis aujourd'hui pétrochimiste, il va falloir que nos gouvernements restaure la confiance au niveau de la relocalisation, la souveraineté de l'industrie en Europe, parce que sinon, moi, en tant que pétrochimiste, je n'ai pas forcément envie d'investir, parce que ce sont des sommes énormes qu'il faudra investir. Je reviendrai à propos du recyclage chimique, puisqu'on distingue bien le recyclage mécanique du recyclage chimique. Le recyclage mécanique, c'est relativement simple, c'est coûteux, certes, mais c'est relativement simple, c'est connu. Le recyclage chimique demande des investissements énormes et puis surtout de la R&D, enfin de la réflexion. Donc j'ai besoin de confiance, j'ai besoin d'avoir une réglementation au niveau européen qui me dit clairement, oui, c'est la voie qu'on prend et il faut investir massivement parce que, à mon sens, c'est la seule solution. Voilà, donc ça entraîne une explosion de prix. Donc non seulement une explosion de prix, ce que vous avez connu, donc des prix qui augmentaient et dont j'avais moi du mal à répercuter à mes clients, parce qu'on peut éventuellement répercuter une fois un prix qui augmente, deux fois ça commence à être compliqué, et surtout si j'ai un contrat qui est avec un prix ferme et définitif. Et alors si en plus j'ai un surcoût énergétique tel qu'on est en train de le connaître aujourd'hui, il faudrait passer 3 fois. Alors là, votre client, il dit c'est hors de question. Alors les constats, je vous l'ai dit, premier constat, c'est ces fameux forces majeures qui sont sorties de façon un peu pléthorique. Alors encore une fois, c'est des choses qu'on a connues.
on les a d'autant plus connus qu'on les a critiqués, attaqués, et que vous avez une commission, alors sachez-le, si vous êtes vous-même contraint et vous subissez ce genre de dysfonctionnement, vous avez aujourd'hui une commission qui s'appelle la CEPC, la Commission d'examen des pratiques commerciales, que vous pouvez saisir, soit directement, soit par le biais de votre organisation professionnelle, qui peut demander un avis à cette commission, non seulement à propos de courriers commerciaux que vous recevez, donc, une notification de cas de force majeure sur lequel vous vous interrogez, ou alors sur un certain nombre de pratiques dites abusives, sur lequel là aussi vous vous interrogez, et là vous pouvez saisir cette commission. Eh bien, ça a été fait, et sans surprise, effectivement, la commission d'examen des pratiques commerciales nous a rendu un avis comme quoi ces cas de force majeure n'étaient en aucun cas justifiés. Alors, derrière ça, il y a certaines entreprises qui suspectent une forme d'oligopole. Alors là, il n'y a pas photo. Vous savez très bien que les fournisseurs de matière, ils sont peu nombreux dans le monde, donc ils font à peu près le marché. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a une tension, j'allais dire, ils peuvent effectivement, au même moment, concomitamment, prendre des décisions à peu près similaires. Et donc, de ce point de vue-là, pour justifier encore les décisions qu'ils prennent, c'est-à-dire la décision de ne pas vous fournir ou alors de contingenter, c'est-à-dire je vais fournir mes meilleurs clients, ou alors où il y a le plus de volume, c'est-à-dire quand vous êtes dans un groupement d'achat, vous avez peut-être plus de chances d'avoir de la matière que si vous êtes seul à gérer vos achats. Le problème, c'est que pendant des années, certains industriels préféraient gérer seuls les achats parce que ils avaient un savoir-faire, parfois ils savaient mieux faire qu'un groupement d'achat, ce qui était possible, parce qu'ils avaient des filières différentes, etc. Et puis c'est une façon un peu de faire un peu de trésor, hein, parce qu'évidemment quand beaucoup de stock sur mon parking, quand les prix montent, j'achète pas de matière, j'en ai plein, et j'ai stocké. Ça c'est de la gestion, de la bonne gestion, je ne sais pas, mais c'est de la gestion. Et puis il y en a d'autres qui ont également fait des contrats où on est sur un contrat de longue durée, hein, c'est-à-dire avec mon fournisseur de matière, je ne m'engage pas sur un prix spot, je m'engage sur un prix sur 2-3 ans, voire plus. Vous savez qu'au niveau de pays, un certain nombre de pays aujourd'hui ont la même problématique de souveraineté, de sécurisation des approvisionnements. Ce sont des contrats de l'ordre de 20 à 30 ans qui signent, de 20 à 30 ans, avec un prix qui est défini. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que vous êtes capable de faire ça, c'est n'importe quoi. Mais peut-être d'imaginer des contrats un peu plus longs avec vos fournisseurs que ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à présent. Encore une fois, on est vraiment dans un monde qui change, donc même le service achat de vos entreprises doit un peu intégrer ces éléments autour des matières. Alors, vous avez également le problème que j'évoquais, à savoir le problème du fret. Là aussi, est-ce que c'est conjoncturel? Je ne suis pas sûr. On est peut-être arrivé au bout d'un processus de mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, clairement, je le dis en boutade, mais c'est plus facile aujourd'hui pour vous d'acheter une Ferrari que d'acheter une moyenne gamme en automobile. Pourquoi? À partir du moment où le fret est multiplié par 10, voire plus, qu'est-ce qu'on fait? Légitimement, si je fais venir des produits, je vais essayer de faire venir des produits où il y a plus de marge, forcément, au détriment de tout le reste. Pour ça que certains disent, par exemple pour les fêtes de Noël, vous allez avoir tendance, certes, peut-être à trouver des jouets, mais des jouets beaucoup plus chers que ce que vous aviez l'habitude peut-être d'acheter, parce que c'est effectivement le plus cher qui justifie de faire le tour de la planète à partir du moment où il y a un coût du fret qui a explosé. Et puis, je vous le disais, alors tension au niveau des négociations après, parce qu'il ne faut jamais oublier que, certes, vous avez un problème avec vos fournisseurs de matière, mais après, vous avez un problème également avec vos clients, vos donneurs d'ordre. Parce que vos donneurs d'ordre, encore une fois, une hausse, ils peuvent l'entendre. 2, ça commence à être compliqué. Mais alors, si maintenant, il faut leur faire passer le coût de l'énergie, alors là, ça va devenir quasiment impossible. Et également, autre point, ça aussi, c'est pas neutre. À partir du moment où j'ai le sentiment qu'un certain nombre de fournisseurs contingentes, où il y a une forme d'allocation, c'est-à-dire toi, je te donne parce que tu es un bon client, voilà, et toi, je t'oublie. Alors ça, c'est jamais écrit, hein, mais
on voit bien que ça se fait, et bien derrière, c'est la même conséquence pour vous, c'est-à-dire vous allez avoir moins de matière, donc forcément, vous allez être entraîné de fait à contingenter et peut-être à entraîner des ruptures de contrat avec vos clients parce que vous ne pouvez pas les fournir. Alors soit de votre fait, soit de leur, parce qu'à un moment donné, vous allez pas pouvoir les livrer une fois, mais la deuxième fois, ils vont vous dire, bah, tu dégages, hein, moi j'irai me sourcer dans un autre pays. Et ce que je vous disais, effectivement, réflexion concomitante au niveau des achats. Alors là, il y a des choses que vous connaissez peut-être. On avait l'habitude de sourcer une source de matière. Voilà, ça allait bien, on le connaissait, etc. Aujourd'hui, il faut peut-être rentrer dans un processus d'avoir une double, voire une triple homologation. Le problème, c'est que tout ça se paye, et il faut le payer parce que ce n'est pas rien d'homologuer une matière, et notamment dans certains secteurs, notamment le secteur médical. Parfois, il n'y en a pas, hein, il n'y a pas d'autres matières, mais il faut l'anticiper, ça ne se fait pas en 15 jours. Et puis surtout, il faut le répercuter parce qu'il y a un coût derrière. Hein. Donc non seulement il faut que ça soit validé par votre client et donneur d'ordre, mais également il faut qu'il prenne une part un peu du truc. Et puis je vous disais, effectivement, peut-être rentrer dans une démarche où je vais faire des contrats, mais alors cette fois avec mon client, mais des contrats qui sont indexés sur les cours des matières premières. Parce que là aussi, souvent, soit il n'y avait pas de contrat, soit c'était le jeu, vous savez, conditions générales d'achat, conditions générales de vente, et là on se tient tous comme ça et on ne sait pas qui a raison. Ou alors on arrive à faire un contrat, mais souvent le client, votre client, vous interdit un certain nombre de clauses, les clauses de hardship, les clauses d'imprévision et les clauses d'indexation. Mais ça, c'est en train de changer. Pourquoi? Première chose, la loi. Aujourd'hui, si vous signez un contrat de longue durée sans une clause de rendez-vous de ce type, c'est un abus. C'est-à-dire, avant, on pouvait considérer qu'on avait un contrat pendant 10 ans avec un prix ferme et définitif. Alors, je fais simple, mais la loi n'imposait rien. Alors, la jurisprudence, c'était autre chose, mais la loi n'imposait rien. Aujourd'hui, à la fois au niveau de la jurisprudence et de la loi, faire un contrat de longue durée sans une clause d'indexation ou une clause d'imprévision ou une clause de rendez-vous, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien, c'est un déséquilibre significatif, ce qu'on appelle en droit un déséquilibre significatif, et c'est non seulement critiquable, mais ça peut être attaqué devant les tribunaux, voire devant le médiateur. Donc là aussi, peut-être avoir une réflexion sur davantage intégrer des clauses d'indexation de ce type, cette fois avec vos clients ou donneurs d'ordre. Alors, si on en arrive maintenant au niveau des constats, et puis surtout, au-delà des constats, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour essayer, tant bien que mal, non pas encore une fois d'anticiper, parce que j'ai l'impression que c'est des choses dont on va parler pendant très très longtemps. Je voulais commencer là-dessus. J'avais commis un ouvrage il y a quelques années, 2013, l'industrie en cale sèche. Je ne l'ai pas inventé, l'industrie en cale sèche. C'est-à-dire en 2013, je considérais que, avec ce qu'on avait subi, mais pas avec cette crise, bien avant, eh bien, il y avait un risque à terme que l'industrie se retrouve en cale sèche. Alors, là, j'avais pointé la difficulté qui était celle du manque d'investissement de la pétrochimie au niveau européen. J'avais également pointé le rapport de force qui est en train d'exister entre tous les acteurs. C'est vraiment un rapport de force. J'y reviendrai au niveau des matières recyclées. Et puis, j'évoquais également, à plus long terme, la guerre qui commençait à mûrir autour, on appelait à l'époque les métaux rares. On a beaucoup focalisé sur les terres rares, c'est-à-dire on a dit, oulala, ça y est, les Chinois achètent l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent récupérer les terres rares pour faire ça. Oui, mais ok, ça c'est vrai, mais c'est toutes les matières aujourd'hui qui sont concernées. Là, je focalise un peu sur la pétrochimie, mais chercher les problèmes, chercher du bois aujourd'hui, voilà, c'est toutes les matières confondues qui vont souffrir, d'où mon introduction sur le temps du monde fini commence, à savoir, voilà, de moins en moins de matières. Et là aussi, si je fais un petit parallèle avec les faux débats autour de dire ouais, on va refaire tout ça en carton, on va refaire tout ça en verre, etc. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas assez de sable, il y aura pas assez. On déforeste, donc de ce point de vue-là, imaginez les problèmes que ça pose d'un point de vue alimentaire, etc. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre toutes les matières
et arrêter de focaliser sur le no plastique à tout prix, qui, comme vous le savez, peut avoir des avantages, pas sur tout, pas sur le suremballage, on est tous d'accord, mais qui évite un certain nombre de pénuries sur d'autres domaines qui seront au moins aussi importantes que de crier à rose sur les matières plastiques. Et puis donc, évidemment, si on parle aujourd'hui, tout le monde a plein la bouche de la relocalisation industrielle, la souveraineté de nos territoires. Mais si on n'a pas de matière, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on disait précédemment. Si j'ai rien à emballer, c'est la fin de l'emballage, de fait. Bah là, c'est pareil. Si j'ai rien à transformer, bah voilà, j'ai une machine, je la regarde et on ne va pas en faire grand-chose. Donc c'est bien la mère de tous les combats, ce problème matière. Et encore une fois, ce n'est pas conjoncturel, ce n'est pas fin de crise Covid en espérant qu'il n'y ait pas de 5e vague. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qu'il faut complètement intégrer parce que ça va devenir très compliqué. Ce que j'avais pointé là-dedans, ça concernait pratiquement uniquement le vierge, parce qu'en 2013, on ne parlait pas de matière recyclée. Mais ce qu'on a connu sur le vierge, ça va être beaucoup plus violent pour le recyclé, parce qu'il y en a beaucoup moins. Vous savez que si on parle de recyclé, aujourd'hui le recyclé, allez, peu ou prou, c'est à peu près 30% dans l'emballage. Dans l'emballage, parce que c'est la filière qui a le plus de maturité. Hein, filière de l'emballage, filière REP, elle existe depuis la fin des années 90. Toutes les autres filières dont on parle aujourd'hui, bricolage, jouets, bâtiments, etc., elles démarrent. Donc, il ne faut pas vous étonner s'il n'y a pas de matière. Évidemment, la collecte n'est pas encore en route. Donc, de ce point de vue-là, le temps qu'elles se mettent en route pour livrer suffisamment de matière recyclée, bah, ça va être long. Donc, à partir du moment où ça va être long, les premiers servis, ça va être qui? Ça va être ceux qui ont déjà un peu anticipé, qui vont préempter ces matières, d'une façon ou d'une autre, au détriment de ceux qui n'en auront pas. Et en même temps, vous avez une loi qui vous oblige à intégrer des matières recyclées dans vos produits. Vous voyez à peu près où je veux en venir. La crise, elle va être très violente, beaucoup plus violente que ce que je pointais sur le vierge en 2013. Voilà, et je ne reviens pas sur ma route de la soie, j'y tiens. C'est effectivement, alors c'est plus de la géopolitique, économique, stratégique, ce que vous voulez, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous savez que la Chine est le créancier du monde. Hein, ils ont les dollars américains, donc ils achètent ce qu'ils veulent. Pour l'instant, ils achètent les ports en Grèce, ils achètent les terres en Afrique, ils achètent ce qu'ils veulent. Donc à partir de ce moment-là, bah, ils achètent la matière, puisque je viens de dire que c'est la source de tout. Donc il ne faut pas nous étonner si demain, aujourd'hui, l'Europe, si en plus la pétrochimie n'investit pas et ne rêvez pas, elle ne réinvestira pas en Europe, si on va vers une crise qui sera très très grave. Alors, si je me place cette fois du côté des transformateurs, bon, je demande, moi, en tant que transformateur, et c'est ce qu'on porte, nous, en tant qu'organisants professionnels auprès du gouvernement, je demande à ce que la pétrochimie réinvestisse dans le vierge, hein, en Europe. Alors, je peux le demander, hein. Je peux faire des articles, je peux faire des conférences, je peux faire ce que je veux. Je pense que c'est mort. Bon. Deuxième chose, ce que je peux faire, par contre, c'est dire à mes interlocuteurs, qu'ils soient européens ou qu'ils soient français, faites-nous un cadre réglementaire à peu près fixe. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'industriel, vous avez une loi AGEC qui est à peine votée, dont on n'a même pas encore tous les décrets, que vous avez déjà une loi climat qui arrive, que vous avez une directive européenne SUP qui n'a pas été encore appliquée dans la plupart des pays européens, sauf en France, que vous avez en gestation une directive emballage européenne qui va peut-être modifier tout ça, ça s'arrête où? Comment vous voulez concilier ce temps politique du temps industriel? Vous, il vous faut du temps. Non seulement il vous faut du temps, mais un peu de stabilité dans tout ça. Si vous n'avez pas de stabilité, si la réglementation change tous les 15 jours ou tous les mois, ou si on demande l'avis à tout le monde, parce que c'est un peu la tendance aujourd'hui, hein, et chacun peut avoir un avis, mais ça va devenir ingérable, impossible. D'autant qu'encore une fois, il faut rassurer les interlocuteurs, les acteurs en place sur un temps long. Hein. Si encore une fois on me dit, je vais prendre la loi AGEC. La loi AGEC, elle me dit quoi? Elle me dit fin des emballages à plastique à usage unique en 2040. Et elle me dit 100% de recyclés en 2025. Et je fais comment?
comment je fais si je suis investisseur pour sortir de cette contradiction où on me dit d'un côté, il faut 100% de recyclé, mais d'un autre côté, on dit, mais à terme, il n'y a plus d'emballage en plastique. Comment je fais là? Je ne comprends pas. Et c'est normal, c'est antinomique. Donc à un moment donné, il faut bien sortir de cette ambiguïté pour rassurer. On parle beaucoup de confiance aujourd'hui, la blockchain, c'est la notion de confiance. On a perdu confiance dans certains nombres d'acteurs, etc. Et effectivement, aujourd'hui, il faut redonner un peu de confiance. La première confiance à redonner, c'est justement un cadre, alors qui sera peut-être pas, voilà, qui sera ce qu'il est, mais au moins, on aura une orientation, on aura des choses à peu près claires et sur lesquelles on aura un temps suffisant pour investir ou pas. Voilà, donc c'est vraiment sortir de cette aberration. Et alors d'autant, et je vous l'ai dit, d'autant que, encore une fois, le recyclage prend tout son sens dans la stratégie carbone européenne. Vous savez que neutre en carbone en 2050, il faut commencer là, il faut qu'on s'y attelle. Et bien là, le recyclage, c'est parfait. Hein, je ne vais pas faire un cours de... D'ailleurs, je serais incapable. Le recyclage plastique par rapport au recyclage du verre, il n'y a pas photo en bilan carbone, par exemple. D'accord? Donc, ceux qui pensent que Coca va revenir aux bouteilles en verre, mais non, c'est du greenwashing. Ça, c'est des articles dans les revues qui ne traînent pas de questions, qui ne vont pas au fond de ces questions. Et puis, du côté des pouvoirs publics, eh bien là, c'est très clair. Quand on va voir, et c'est ce qu'on fait en tant qu'organisation professionnelle, on va voir les pouvoirs publics, on leur dit tout ça, la pétrochimie, la machin. Ils nous disent clairement, non. La seule ressource de demain de l'Europe, c'est les déchets. Donc il faut que les déchets deviennent la ressource de demain. Voilà. Donc sortir de cette notion de déchets. Le déchet aujourd'hui, c'est une ressource, c'est de l'argent. Donc il faut valoriser ces déchets. Avant, qu'est-ce qu'on faisait des déchets? On les envoyait aux Chinois. Allez, on n'en veut plus, on ne veut pas les trier, on ne veut pas les collecter. On les collecte, mais on vous les envoie. Première chose, les Chinois, on se dit non. Ça y est, on arrête, on n'en veut plus. Sauf les meilleurs. Hein. Ça, ils continuent à prendre, hein, pas de souci. Mais alors, on n'en veut plus. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'Europe, ils ont dit, ouais, attends, s'il n'y a plus de ressources, s'il n'y a plus de matière, va falloir en trouver une. Qu'est-ce qui nous reste? Les déchets. Donc il faut qu'on fasse une réglementation, qui interdit l'exportation de tous ces déchets dans des pays hors OCDE. Ça, c'est fait, d'accord? Et puis, évidemment, il faut donner un peu de moyens, et ça, c'est la loi, c'est le gouvernement, c'est le plan de relance, qui a mis des moyens énormes dans une meilleure gestion des déchets, d'où les lois AGEC, d'où les fonds dans le cadre du plan de relance autour de, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des dispositifs hors plast, etc., pour vous aider, pour vous accompagner à intégrer des matières recyclées dans vos produits, parce qu'encore une fois, ça ne se fait pas comme ça. Et puis surtout de travailler avec des centres techniques sur des secteurs où ce n'est pas possible. Hein, dans le médical, vous le savez, ou dans le contact alimentaire, c'est pas possible. Non seulement c'est pas possible parce que la réglementation l'interdit, mais c'est pas possible parce que souvent les donneurs d'ordre ne le souhaitent pas. À partir du moment où vous avez un produit, même dans l'automobile, où effectivement, quand c'est fait en matière recyclée, il est un peu moins sympa, hein, il est un peu plus sombre, il est un peu plus... Ils n'en veulent pas. Mais là, il va falloir que ça change, hein, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Hein. Si on met toute la responsabilité sur les transformateurs, sans que toute la filière, et notamment les services marketing, se pose un peu la question de savoir, ouais, ça sera peut-être un peu plus sombre. Et effectivement, dans mon linéaire de Carrefour, mon produit, il ne sera pas tout feu, tout flamme, il n'y a pas 36 couleurs, il ne sera pas multicouche, etc. Oui, mais c'est comme ça, c'est la loi, on est obligé. Hein, parce qu'effectivement, dans un linéaire, il sera peut-être moins visible. Mais ça, c'est une réflexion de toute la filière, de ce qui est complètement global. Donc là, voilà. Donc la réglementation, de ce point de vue-là, elle est très claire. L'Europe assurera sa souveraineté en matière d'approvisionnement des matières en gérant ses déchets. En aucun cas, on va trouver du pétrole dans les Landes. En aucun cas, alors le gaz de schiste, j'y reviens pas, hein, le débat est clos. Jusqu'à présent, voilà, les États-Unis, ça leur a pas posé de problème. Le charbon en Australie, ça leur pose pas de problème. Mais ce n'est pas la voie qu'on va prendre. Hein. On ne va pas refaire des mines de charbon ou des centrales à charbon. Donc, alors, vous le savez, c'est plutôt le nucléaire. Mais le nucléaire, c'est pas avec le nucléaire qu'on fabrique des matières. Ça aide parce qu'effectivement, le surcoût énergétique est moins important. Mais le débat n'est pas autour du nucléaire de ce point de vue-là. Voilà. Donc,
Là, vous avez quelques chiffres. L'appétit de la Chine, bon, j'y reviens pas, hein, c'est bon, vous avez compris. C'est pas une vue d'esprit, hein, encore une fois, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors qu'on veut ou qu'on ne veut pas voir, vous savez que la guerre aujourd'hui économique, voire peut-être au-delà, elle se situe à ce niveau-là, notamment entre les États-Unis et les Chinois. Clairement, hein, vous avez aujourd'hui autour de Taïwan, autour d'enjeux, autour de l'Australie, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé avec nos fameux sous-marins. Il ne faut pas s'étonner si l'Australie n'a pas acheté les sous-marins français. Ce n'est pas des sous-marins qu'ils ont achetés. Ils ont acheté une sécurité en traitant avec les Américains. Donc, vous voyez que c'est vraiment des notions sur lesquelles, indirectement, il y a un impact sur nos entreprises. Et puis, évidemment, on peut se dire, ouais, mais les Chinois, ils vont avoir la même difficulté que nous, parce que en produisant autant, en polluant autant, etc., tout ça va peut-être se réguler. Oui, on peut l'espérer, mais encore une fois, dans quelle échéance, à quelle échéance, ça c'est peut-être plus compliqué à prévoir. Donc les prix d'achat aussi, on parle un peu de prix. Je pense qu'on reste sur des prix qui vont être relativement hauts et hauts pour le vierge et pour le recyclé. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit. Comme il y en a moins, eh ben, les prix vont être... Alors il y a une bonne nouvelle derrière cette crise, entre guillemets, c'est qu'avant... non seulement ce que je vous disais, le donneur d'ordre ne voulait pas parler de recycler, maintenant il commence à intégrer qu'il il y aura moins de vierges, donc il faut quand même qu'on réfléchisse à recycler. Donc de ce point de vue-là, le recyclé a pris un peu de valeur. Il se trouve qu'au niveau des prix, vous savez qu'il n'y avait pas photo du tout entre un prix vierge et un prix recyclé, parce que le prix vierge, avant la crise, était tellement bas que prendre du recyclé, c'était beaucoup plus cher. Aujourd'hui, ça s'équilibre un peu, et puis surtout l'intérêt du recyclé, c'est qu'il n'est pas lié au cours du pétrole. Donc à un moment donné, quand on sortira un peu de ce problème général, c'est vrai qu'on saura à peu près gérer à plus ou moins long terme le prix du recyclé. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le gérer et qu'on peut... Voilà. C'est qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas un problème de prix, c'est qu'il n'y en a pas. Et puis, je vous l'ai dit, attention au risque de préemption de certains acteurs, notamment de grands donneurs d'ordre. Moi, demain, si je suis... je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas... mais si je suis L'Oréal, avec tout ce que j'entends et avec mes consommateurs qui veulent du recycle, etc., je me dis, il faut que j'ai la matière. Elle est où la matière? Ah tiens, ça c'est pour moi. Et ça, je garde. Ou alors, vous avez des industriels qui font des produits, qui travaillent en boucle fermée, c'est-à-dire ils sont sur un territoire, ils travaillent avec des fournisseurs qu'ils connaissent, ils savent à peu près quelle matière ils ont utilisée. Eux, ça les intéresse de récupérer cette matière pour pas qu'elle rentre dans une boucle chez les recycleurs où il y a toutes les matières, c'est tout mélangé. Et alors, à partir du moment, vous le savez, où c'est tout mélangé, la matière, elle devient beaucoup plus compliquée, à trier. Et puis, deuxième problème, c'est que elle est un peu, elle a moins de qualité que si je prends uniquement la matière, par exemple, médicale. Alors, la matière médicale, c'est un peu compliqué parce que je ne peux pas en faire n'importe quoi non plus. Et pour l'instant, le plus simple, c'est surtout de la brûler, l'enfouir ou de la brûler. Parce que ça aussi, c'est un autre sujet de demain. C'est que si aujourd'hui, certains opérateurs gagnent plus d'argent à brûler ou à enfouir, il ne faut pas s'étonner s'il n'y a pas suffisamment de matière recyclée. Donc, il faut que la législation aussi, le législateur se penche sur la question pour qu'à un moment donné, ça soit plus valorisant de la part des recycleurs ou de la part de grands acteurs du recyclage, de valoriser la matière plutôt que de l'enfouir ou plutôt que de la brûler. Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, il n'y a pas photo. Oui, parce que le tri, vous imaginez le tri sélectif, ce que ça peut coûter? Surtout avec des matières multicouches où c'est tout mélangé, etc. Donc là, il y a un petit ticket à mettre. Le ticket, ça pourrait être de mettre des puces. On est capable de mettre des puces dans des produits dès la conception. Alors on est capable, c'est peut-être coûteux, mais à ce moment-là où on met des puces dans les produits, quand vous avez un tri, alors je ne parle pas du tri manuel, mais il y a un robot qui peut dire, ah, tiens, ça je prends parce que j'ai tout de suite vu l'intelligence artificielle, j'ai tout de suite vu qu'il y avait un prix et ça, ce truc, j'ai envie de le récupérer parce qu'il est valorisable, etc. Mais là, pareil, il y a un ticket qui n'est pas neutre. Et puis, changement de stratégie, je vous l'ai dit, de la pétrochimie européenne. Évidemment, eux, ils se disent, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, peut-être qu'on ne va pas investir dans le polymère vierge parce que c'est plus porteur. Et puis surtout, ma marge, elle est plutôt au Moyen-Orient, voire en Chine. Mais peut-être que je vais partir effectivement sur un investissement massif autour du recyclage chimique ou des biosourcés.
Et ça, c'est plutôt la tendance. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. À partir du moment où vous avez des montants de cet ordre, ouais, c'est pas neutre. Le problème, je vous l'ai dit, c'est que le recyclage chimique, c'est un travail à long terme, qu'il faut avoir, encore une fois, confiance pour se lancer dans ce type d'opération. Et puis, vous savez que là aussi, je ne vais pas rentrer dans le débat du gouvernement ou des écologistes, mais ils considèrent que le recyclage chimique, ce n'est pas du recyclage. Hein. Eux, ils restent bien sur le recyclage mécanique parce que, évidemment, eux, ils veulent sortir de ce processus où je jette, etc. Alors que le recyclage chimique, je reviens sur le monomère, c'est-à-dire je reviens sur pratiquement du vierge. Et donc là, d'un point de vue écologique, évidemment, c'est plus du recyclage. Ça reste ça peut se discuter. Et puis, évidemment, ce que je vous disais, c'est que le seul problème de tout ça, c'est que déjà, dans l'emballage, on a du mal à avoir suffisamment de matière. Mais alors, dans toutes les filières REP que la loi AGEC a annoncées, qui vont démarrer à peu près en janvier, voilà, je vous l'ai dit, jouets, bricolage, etc., bâtiments. Alors, bâtiment, vous imaginez la difficulté de rentrer dans une filière REP de cet ordre, enfin de la créer. Là, ils sont en train de créer le cahier des charges. Ils sont en train d'imaginer. C'est d'une complexité sans nom. Et avant de pouvoir avoir suffisamment de volume, ça va devenir évidemment très, très compliqué. Enfin, conclusion, eh bien, préparer l'avenir. Alors, préparer l'avenir, si je savais tout, évidemment, là, je pourrais faire des conférences ou des livres qui se vendraient à prix d'or. Donc, non, beaucoup d'humilité dans ce qu'on peut dire. Mais bon, je pense pas me tromper en vous disant crise systémique. Voilà, c'est pas conjoncturel. C'est fini cette histoire de conjoncturel. Ça va repartir. Dès qu'on en sort, dès que la 5e vague est passée. Non, non, non. Je pense vraiment qu'on est dans un temps long et que voilà, on n'a pas deux planètes, vous le savez, on n'en a qu'une. Donc à partir de ce moment-là, les choses sont relativement simples. Encore une fois, quels que soient les matériaux, on reste bien sur une tendance qui est faire au moins autant. Je pense qu'on ne fera même pas moins autant, mais avec moins de matière. Donc il faut qu'on se débrouille comme on veut. Donc c'est les 3 R. Hein. Les 3 R, n'oubliez pas, on parle que de recyclage quand on parle des 3 R. Non, non, il y a réduction et il y a réemploi. Donc il faut vraiment travailler en tant qu'industriel sur ces 2 autres points et pas se focaliser que sur le recyclage. La réduction, c'est moins de matière. Donc là, c'est des dispositifs qui existent parfois, qui sont peut-être parfois compliqués, mais qui existent. Et puis le réemploi. Réemploi, restauration, seconde vie des produits. Seconde vie des produits. Ça, c'est très, très important. Et ça, vraiment, là aussi, il faut de l'anticiper. Bon, les tensions sur le recyclé, je crois que j'ai été clair, donc je n'y reviens pas. Les arrêts définitifs de certains grades vierges, ça je pense que c'est acté. Donc là aussi, il faut double, voire triple homologation, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'il n'y en aura plus dans certaines résines. Le durcissement réglementaire, je vous l'ai dit, c'est la tendance longue, voire même au niveau international. Sachez qu'il y a un dispositif qui est en train d'être construit. Alors, ça demandera un peu de temps parce que d'ici qu'il y ait un consensus, ça va être compliqué, mais qui va vers des interdictions et donc une contrainte au niveau de la gestion des déchets par les industriels, par les entreprises, éventuellement par les pays. Recyclage chimique, mécanique, je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement comprenne que c'est bien, ça marche sur 2 jambes. Il n'y en a pas un qui peut prendre le pas sur l'autre, mais il ne faut pas en exclure un au profit de l'autre, ça ne marchera pas. Hein. Donc, parce qu'on aura de toute façon à terme un problème de pénurie à gérer. Donc si on y va déjà qu'à une jambe, ça va être encore plus compliqué. Avec là aussi des boucles ouvertes, des boucles fermées. Mais les boucles fermées, c'est une tendance sur des symbioses industrielles. Symbiose industrielle, je fais des déchets qui peuvent intéresser un de mes collègues en face. Ou alors, ça peut intéresser peut-être une école parce qu'ils veulent chauffer l'école avec des déchets, etc. Donc, vous voyez, travailler en symbiose industrielle. Et ça, aujourd'hui, c'est des réflexions qui sont menées notamment au nord de l'Europe. Il y a le Danemark qui avance très, très vite là-dessus. C'est un peu ce qu'on appelle les smart cities, les smart green, etc. C'est tout ce volet-là. Bon, c'est pas à hauteur d'industriel, mais s'adosser à ce genre de dispositif, ça peut avoir du sens. Et puis, voilà, en conclusion, je le répète, je l'ai dit en introduction, c'est la mère de toutes les batailles. Et là aussi, si vous avez l'occasion de voir vos élus, dites-leur bien au moment où, à minuit le soir, ils votent sur un texte de loi
pour ou contre d'ailleurs, c'est même pas le problème, qu'avant de sortir des grands mots autour de la relocalisation, de la souveraineté, etc., il faut se préoccuper des matières. C'est vraiment le nerf de la guerre, j'y reviens, et je confirme, parce qu'à partir du moment où on n'a pas résolu ce point-là qui est majeur, qui est le socle, hein, les juristes aiment bien la notion de socle, on part d'un socle, et à partir du moment où on crée un dispositif, si on n'a pas le socle, aucune chance qu'on réussisse le challenge de la relocalisation industrielle, qui a du sens, notamment dans l'opération neutre carbone en 2050. Le fait d'avoir des circuits courts et de travailler. Regardez, si vous rentrez dans un dispositif RSE aujourd'hui, la RSE, c'est première chose de travailler avec des fournisseurs de proximité. C'est pas d'aller chercher du bambou au Brésil pour que on ait tous l'impression de manger dans un truc qui soit un peu ah bah tiens, c'est pas du plastique. Ouais, c'est pas du plastique, mais tu sais dans quoi tu manges. Tu sais que ça déforeste, tu sais qu'en bilan carbone c'est très mauvais, et tu sais que tout ça, si c'est blanc, c'est javelisé. Donc c'est dégueulasse. Donc il ne faut surtout pas manger dedans. Vous voyez, ces notions-là. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que lisez un peu 60 millions de consommateurs et que choisir. Ça commence à se dire ah ouais tiens ouais bah oui le vrac, ah ouais le vrac, tiens crise sanitaire le vrac. Je prends des cacahuètes, ah ben non j'en veux pas. Ah ouais. Et en termes de santé alimentaire, ça pose pas un problème ça à terme? Donc voilà, il faut vraiment tout mettre sur la... On n'a peut-être pas forcément raison sur tout, quels que soient les matériaux. Là, vous avez compris que je focalise un peu sur les polymères, les monomères. Mais mettons tout le monde autour de la table et réfléchissons sereinement avant de se crier à haro, contre, sur, pour, etc., sachant que les enjeux de demain, ils seront autrement plus importants. Merci. Alors, si vous avez des questions, évidemment, des questions aujourd'hui ou demain, parce que je reste à disposition. On a mes coordonnées au niveau du salon, donc si ça vous vient pas spontanément, c'est pas grave, n'hésitez pas. J'espère que je vous ai pas trop fait peur, surtout. Parce que... Si, je vois. Bonjour, le recyclage chimique en Europe, à quel stade il en est? Est-ce qu'il y a plusieurs entités? Alors, bonne question. Si vous voulez, le recyclage, alors je ne reviens pas sur les investissements, c'est bon, ça commence à boum. Il y a 2-3 choses intéressantes, notamment de la part de Total Energy et Carbios. Je ne sais pas si vous connaissez Carbios. Carbios, c'est vraiment, ils travaillent sur recyclage enzymatique. Enfin, il y a vraiment de la réflexion. Le seul petit problème, c'est que ces investissements aujourd'hui se font plutôt ailleurs qu'en France. Du fait de la réglementation, du fait qu'à partir du moment où vous voulez créer une usine de recyclage chimique en France, ben, vous voyez qui va... Non, j'en veux pas. Voilà. Et ça, c'est aujourd'hui un petit problème qui fait qu'une boîte comme Carbios, qui est française, et qui a en termes de R&D un temps d'avance par rapport à des boîtes autrement plus importantes, etc., mais va peut-être produire, fabriquer ou produire ailleurs qu'en France, du fait de la réglementation, du fait... Voilà, donc il y a des investissements, il y a vraiment des choses, ils y croient beaucoup parce que vous avez compris, pour eux c'est vraiment l'avenir, mais le bémol c'est il faut rassurer au niveau de la réglementation, ce que je vous disais, et puis surtout il faut un peu laisser faire. Alors j'allais dire, regardez ce qui s'est passé avec le nucléaire. Moi je suis d'une génération où tous les jeunes de mon âge avaient dans la vitre arrière de la voiture qu'ils avaient, un truc anti-nucléaire. C'était l'époque du Larzac, etc. Voilà. Et si tu n'avais pas ça, mais aujourd'hui, il n'y a plus photo. Il n'y a plus de débat. Pourquoi il n'y a plus de débat? Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, oula, mais ah ouais, si on veut être chauffé l'hiver, il n'y a pas 36 solutions. Rien que ça. Hein. Il y a certains pays, ça coupe. Hein. En Angleterre, en ce moment, ça coupe. En Angleterre. Voilà, c'est pas effet Brexit ou pas, on s'en fout. Voilà. Donc on se dit, ah ouais, il reste quoi? Les charbons? Ben non, ça c'est pas possible. Les éoliens, on peut y croire ou pas, mais ça ne suffira jamais. Un, ça s'arrête. Deux, ça stocke pas. Et puis on peut pas en mettre partout. Déjà, personne n'en veut. Et puis quand bien même on en mettra partout, voilà. C'est comme la voiture électrique pour tout le monde.
Vous parlez à des spécialistes, on vous dirait c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est vraiment trouver ce mixte et je pense que là-dessus, le recyclage chimique, pour moi, c'est une évidence. Après, la réglementation, ça c'est autre chose. Hein. Est-ce que ça contente les lois par rapport au recyclage proprement dit? Pour moi, c'est pas un débat. Mais voilà. Par contre, c'est pas encore fait. Mais si on veut travailler sur le contact alimentaire, par exemple, sur le recyclage, il va bien falloir revenir au monomère. Sinon, ça ne marchera pas uniquement sur le mécanique. Donc, il y a des enjeux derrière. D'autres questions? Oui, vous avez parlé tout à l'heure donc plus ou moins d'orientation par rapport à différents fournisseurs, etc. Est-ce que justement vous avez dit que vous dénonciez quelque part ces ententes? Alors j'aurais voulu entendre parler d'ententes illicites, etc., de condamnation, de choses comme ça. Alors, voilà, typiquement, le problème que vous soulevez, c'est que une entente, voilà, il faut le démontrer. Aujourd'hui, c'est indémontrable. Et ce n'est pas le travail ni de vous, ni d'une organisation, c'est le travail de la DGCCRF. Vous avez aujourd'hui un organisme qui peut faire le boulot, qui le fait. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques années dans certains secteurs. L'acier, par exemple, voilà, des secteurs, dans d'autres secteurs, la pharma. Voilà, les instances, elles existent. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, travaillez, regardez ce qui se passe depuis 20 ans. Hein, c'est facile à vérifier. Après, on a envie de le faire ou pas? Oui, c'est ça le problème. C'est est-ce qu'on a envie de le faire ou pas? Voilà. Alors, à mon sens, au niveau français, c'est mort. Par contre, au niveau européen, ça, c'est des choses sur lesquelles peut-être qu'ils peuvent creuser un peu, quoi. Il y a peut-être des choses à travailler. Au niveau français, ça ne se fera jamais. À mon sens, ça ne se fera jamais. Mais par contre, oui, ça a été remonté. Encore une fois, il y a les avis de la CEPC. Et regardez-les, ils sont publics, ils sont publiés. Donc, il y a des choses qui sont lisibles, entre guillemets. C'est pas vous, c'est pas des jurys, c'est une commission d'État. C'est pas rien quand même. C'est des jurys, c'est des mecs qui travaillent là-dedans, c'est des magistrats, c'est des... Bon. Voilà, donc ils ont rendu un avis. Maintenant, faites ce que vous avez à faire. Vrai, pas vrai, j'en sais rien. Moi-même, j'en sais rien. Je ne m'avance pas là-dessus. Je constate. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de votre attention à l'heure du déjeuner. Donc, j'en suis d'autant plus fier et content. Et merci à vous. Et n'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions si vous souhaitez. Merci beaucoup.